Hey, salut! Tu aimes les films? Tu aimes les mangas, les animés? Pas de soucis, les chroniques de Zoro sont là pour t'y aider et te retrouver dans tous les contenus qui sortent actuellement. Si tu veux savoir ce que j'en ai pensé, c'est maintenant, c'est dans les chroniques de Zoro. Hey, salut! Tu aimes les films? Tu aimes les mangas, les animés? Pas de soucis, les chroniques de Zoro sont là pour t'y aider et te retrouver dans tous les contenus qui sortent actuellement. Si tu veux savoir ce que j'en ai pensé, c'est maintenant, c'est dans les chroniques de Zoro. Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première critique en podcast sur The Batman de Mark Reeve, sorti le 2 mars 2022. Alors, attention, il se peut que cela contienne des spoilers, donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, arrêtez le podcast maintenant. Ou sinon, si ça vous dérange pas avant d'aller voir le film, vous pouvez rester dessus. Donc le film a été réalisé par Mark Reeves, scénarisé par lui-même et Peter Gregg. C'est le 9e film centré sur le personnage, créé pour rappel par Bob Kane et Bill Finger. Et il n'appartient pas au DCU, donc le DC Cinematic Universe. Il est à part, comme Joker, du coup, qui avait été fait avec Joaquin Phoenix. Les deux sont à part. Certains spéculent que ces deux-là seraient dans le même univers, tout en n'étant pas dans le DCU. Donc pour les rôles, on a Robert Pattinson qui joue Bruce Wayne, Batman, Zoe Kravitz qui joue Selina Kyle, Catwoman, Paul Dano en Sphinx. En Sphinx, déjà quand j'ai écrit le podcast, j'ai écrit Phoenix aussi, et je l'avais remis par Sphinx. Colin Farrell qui joue le pingouin, Jeffrey Wright en commissaire Gordon, et j'ai oublié Alfred. Donc c'est un nouvel Alfred encore une fois. Alfred. Qui est l'acteur qui joue Gollum. Mais j'ai plus son nom en tête. C'est... Il va pas me le mettre. Ah, Andy Serkis. J'avais complètement oublié. Andy Serkis, ouais, j'avais pu retrouver son nom. Pour le film, donc, il y a eu un budget de 100 millions de dollars US. De ce que j'en ai vu, alors c'est très mitigé, puisqu'on a beaucoup de médias qui vont vous dire ce film est génial, il est merveilleux, c'est incroyable, il est prodigieux, c'est formidable. Et on en a d'autres qui sont restés sur le truc non mais c'est de la merde, ça sert à rien, pourquoi vous rebootez l'univers, on n'aime pas Robert Pattinson, donc on va dire que le film est nul. Parce qu'il y en a beaucoup, alors j'ai vu des critiques, c'est en mode ouais on n'aime pas le film, argument, oui l'univers est bien, l'histoire est bien présentée, mais Robert Pattinson. Ok, c'est pas un argument, mais c'est pas grave. Alors, on va faire deux parallèles, après on parlera du film derrière. Il y a la chaîne de Paul, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Donc c'est la chaîne 2 donc Paul, P-A-U-L. Il me semble qu'il met des points d'ailleurs au milieu, dans le nom. Je vous mettrai ça en lien également. Chaîne de Paul. Ah. Qui a fait une vidéo qui est... donc Robert Pattinson, personne ne déteste Twilight plus que lui. Il avait fait aussi une vidéo au moment où Spider-Man Homecoming était sorti, donc c'était sur Andrew Garfield, l'acteur dégoûté par Spider-Man, avec des analyses très intéressantes. Et donc déjà pour beaucoup. Et donc pour beaucoup, ils s'arrêtent en mode ouais mais Robert Pattinson, il a fait Twilight, il peut pas faire autre chose et tout. Alors qu'en fait il a fait plein de films après Twilight, hein. Parce que les gens, par contre, qui idolâtraient Taylor Lautner, on n'en a plus jamais entendu parler. Ou très peu.
Alors que Robert Pattinson, il a fait masse film après, avant d'en faire Batman. On va vous en citer quelques-uns. On a Cosmopolis, on a Maps to the Stars de David Cronenberg, les deux. Hein. The Rover and the King de David Michaud. On a Queen of the Desert de Werner Herzog. Life d'Anton Corbijn. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ou encore The Lost City of Z de James Gray. Voilà. De l'eau pour les éléphants également. Good Time. Et Tenet de Christopher Nolan quand même. Il ne faudrait pas l'oublier. Et les gens sont en mode oui mais il a fait ça, regardez. Moi je m'arrête là-dessus, il ne sait pas jouer, enfin bref. On a Matt connerie quoi, mais bon c'est pas grave. J'ai envie de dire ouais pourquoi tu rages contre les gens et tout. Non mais c'est juste pour faire chier les gens. Mais moi je m'en fous, les gens pensent ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Donc au niveau de l'histoire, on va suivre Batman qui est dans sa seconde année de lutte contre le crime, dans un Gotham City où bien sûr la corruption et le crime n'ont jamais cessé de croître. Et on va devoir comprendre, enfin c'est lui qui va devoir comprendre, les mystères qui entourent sa famille, mais également les mystérieux crimes qui sont perpétrés par Riddler et en VF le Sphinx. Alors moi je l'ai vu en VOST, donc c'est pour ça que j'ai mis Riddler tout du long. Mais bon, c'est pas trop grave. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors honnêtement, moi j'ai attendu beaucoup du film, parce que je suis un grand fan de Batman en général. Et je me demandais s'ils allaient apporter un nouvel univers, s'ils allaient montrer une autre façon l'univers, on va dire, de Gotham. Parce qu'on a eu beaucoup de représentations différentes. Hein. Déjà, on a toutes les représentations. On a la représentation de Tim Burton. On a celle dans Batman et Robin. Bon, on repassera là-dessus. On a celle de... Alors après, il y a eu quoi d'autre comme représentation? Il y a celle de la série. La première série avec... Comment il s'appelait, lui? Enfin, on a eu la version qui était plus cartoon. Alors, Batman série 1966. Si je me trompe pas. Adam West. Voilà, la version avec Adam West. Donc ouais, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu des versions plus colorées de Batman, des versions plus cartoon, d'autres plus dark. Bah après, on a eu la série Dark Knight, de Dark Knight de Nolan. Et après, dans les jeux vidéo, on a eu la série Arkham. On a eu aussi la version Batman vs Superman pour le DCU. Dans Titan, pareil. On a une version de Gotham différente. Dans Gotham, la série, on a une version de Gotham différente. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de façons de voir l'univers qui ont été présentées. Là, ça fait un peu plus film noir des années... Alors l'apogée des films noirs, je ne sais plus si c'est les années 30 ou 40. Ça fait un peu penser à ça. Un costume totalement différent, un costume que j'adore. Il est magnifique le costume, avec les énormes manchettes sur les avant-bras. De ce que j'avais lu, le symbole de la chauve-souris, donc déjà il est détachable du costume. Mais en plus de ça, c'est le pistolet qui a servi à tuer ses parents, qui est dans le costume implémenté. La ceinture multifonction avec quand même des fonctions bien sympas. Et aussi d'autres gadgets dont on parlera plus tard, qui sont bien pensés. Et c'est cool de les avoir intégrés. Alors déjà, on va commencer par les acteurs. Alors, la prestation de Robert Pattinson en Bruce Wayne Batman, que j'ai trouvé incroyable. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça bluffant. J'ai bien aimé sa façon de jouer un Batman au début de sa carrière. Beaucoup diront qu'on ne sait pas si c'est... j'ai l'impression qu'il ne sait pas se placer ou qu'il la joue un peu trop dark.
Mais en même temps, c'est les débuts. En gros, quand tu comprends la psychologie du personnage, déjà, c'est un Batman qui est dans sa deuxième année, qui commence seulement à combattre le crime. On va dire qu'il n'est pas encore habitué à mener sa double vie de nuit pour combattre le crime et en même temps sa vie de Bruce Wayne. Déjà, il est un peu en mode, il s'en fout de ses comptables, il s'en fout de l'univers, enfin de l'héritage familial au sens propre du terme, donc de l'argent. Il laisse plus ou moins Alfred gérer ça, mais lui, il fait pas acte de présence ou quoi que ce soit, il fait pas plus d'efforts que ça. Il est assez, on va dire, il est assez, on va pas dire boudeur, c'est pas le mot que je cherche, mais très, très désabusé, très dépassé, on va dire dépassé par les événements, parce que concrètement, en fait, vu qu'il doit gérer beaucoup de choses en même temps et qu'il est dans son enquête et tout ça, euh, il n'arrive pas à joindre les deux bouts concrètement. Le mec, il passe des heures et des heures la nuit à analyser tout ce qu'il a vu pendant la nuit, enfin même le jour, et il a clairement pas la notion du temps ni quoi que ce soit. Et il est alimenté par une envie de vengeance euh, très présente au lieu d'être le héros qu'il est censé être pour beaucoup par la suite, quoi. Il veut aussi être là pour montrer qu'il a un impact dans Gotham. Alors c'est montré au début, ouais, maintenant, quand les criminels, les petites frappes, voient son bas de signal dans le ciel, tu les vois flipper, mais il y en a d'autres pour l'instant, Batman les impressionne pas plus que ça, quoi. Après, on voit aussi certains à leur début, donc c'est pour ça que pas l'impression qu'ils sont tous très. Enfin, qu'ils craignent tous Batman. Et ils n'ont pas été assez mis en échec par lui-même, donc automatiquement, pour l'instant, ils sont pas. Ils le sous-estiment un peu, quoi, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a certains, ils le sous-estiment dedans. Donc là, c'est vrai que ça va être plus axé sur les enquêtes que, euh, que l'action. Enfin, l'action aussi, il y a comme des cascades, il y a de l'action pure, du combat et tout ça. Les scènes de combat, on y reviendra, mais l'aspect enquête qui est très mis en avant, donc avec sa confrontation face au Sphinx. Les gadgets qui sont bien amenés, puisqu'on a quand même possibilité de voir des lentilles caméra, on voit un bat ordinateur relativement assez puissant, euh, donc avec tous les outils qui lui permettent de mener ses enquêtes. On a les mini-bombes dans la ceinture explosif, on a le sérum. Enfin, j'ai appelé ça de l'adrénaline, mais en gros, ouais, ça le transcende dès qu'il s'injecte une dose. On a une petite ébauche du Batarang. Il n'y a pas beaucoup de. Il y a un seul Batarang en fait qui est montré. Dans une scène relativement bien amenée, du coup. C'était pas. On utilise un Batarang juste pour utiliser un Batarang. Qu'est-ce qu'on a d'autre après comme gadget? On a la wingsuit. Alors la wingsuit c'est incroyable. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment un Batman au début. Puisqu'il y a des ratés. La wingsuit en fait en gros. Il y a un raté sur la dessus. Et tu dis, ouais, là, ça se voit que c'est le début, qu'il n'est pas encore totalement habitué à tout. Et il n'y a pas de cap planante, en fait. C'est vraiment une wingsuit qui lui permet de planer. Et ça, j'ai trouvé ça sympa d'ajouter ça. Et bien sûr, le grappin dans le gant. Enfin, le bas de grappin. Qui est très, très iconique maintenant. Alors qu'il me semble, le bas de grappin a été créé dans la série animée je crois, celle de 94, si je me trompe pas. Batman série animée. Je sais plus la date précise. C'est 92, pardon.
92, et normalement le Bat Grappin avait été créé pour cette série. Avant, il n'y avait pas de Bat Grappin. Ou alors je me trompe. Enfin, je crois. Hein. Je sais que c'est déjà cette série-là, ils ont créé le personnage d'Harley Quinn. Mais le Bat Grappin... Ouais, ils vont me le dire, je pense, sur le site. Univers, machin... Ah, bah ils disent pas quand est-ce qu'il a été créé. C'est embêtant. Je regarde vite fait dans un autre. Est-ce que le Bat Grappin... Bat Grappin, pas Bat Grappin... Enfin bref. J'ai peut-être dit une connerie sur le Bat Grappin, mais... Bat Grappin qui est très mis en avant aussi également. Et ça donne des scènes vraiment cool. Après, en gadget, on a quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Et aussi, donc on voit que c'est un Batman au début, enfin au début de son... Enfin, qui a son début de carrière, puisque il a pas tout le temps son costume. Des fois, il est en civil avec un casque moto. Mais il a pas le costume, enfin il a pas son costume tout le temps. D'ailleurs, c'est pas un costume intégral puisque la cagoule s'enlève. Elle est pas attachée au costume entièrement, alors que dans d'autres, on voit bien que la jonction entre la cagoule et le costume font partie intégrante. Et c'est un Batman aussi qui a pas totalement comment dire, la validation de la police, très décriée. Il y a que Gordon, plus ou moins, qui lui fait confiance. T'en as certains qui lui manquent de respect, d'autres qui veulent pas le voir sur les scènes de crime et tout ça. Donc très mitigé par rapport à la population de comment il est perçu. Alors, concernant la prestation d'elle-même, donc comme je disais, elle a vachement de nuances, elle a de bonnes prestations du Batman qui veut quand même donner le meilleur de lui et arriver à avoir un impact sur Gotham. Ce premier épisode, bah, c'est vraiment l'initiation du personnage, puisque il va avoir un parcours où il est en plein questionnement sur sa quête de vengeance, sur le fait de vouloir avoir un impact, de vouloir défendre les plus faibles. Et on va dire qu'il est plus attisé par la colère avec ce moteur de vengeance. Ça fait une version différente aussi qui va porter des éléments personnages qui vont donner de l'épaisseur sans tomber dans la facilité. On va nous donner quelques éléments sur le passé de Batman, enfin de Bruce Wayne, mais aussi de Batman à la fin. Et ce que j'ai aimé, et ce que j'aimerais qu'il soit réitéré dans les autres épisodes, c'est qu'on n'est pas tombé dans la facilité de nous remontrer la scène de mort de ses parents, de la revivre encore une fois, une énième fois, parce que c'est souvent remis en avant, de mémoire dans Gotham allié, dans Dark Knight allié, dans Arkham allié, mais elle est montrée de façon différente pour apporter des bienfaits, enfin pour apporter sur le personnage. Dans Batman et Robin, il y a une partie vite fait où elle y est. Donc ouais, ils sont pas tombés là-dedans, et ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai bien aimé, parce qu'au bout d'un moment, pourquoi nous remontrer cette scène? Elle va apporter quoi? Que dalle. Et on creuse dans l'épaisseur du personnage, on creuse dans le passé de sa famille, on apprend certaines choses sur sa famille, avec une version différente de pourquoi les parents de Bruce Wayne ont été tués. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et après, ça nous mène vraiment dans l'enquête à travers les indices qui sont laissés par le méchant, par le Sphinx. C'est vraiment bien distillé. Et ça permet d'étirer le film sans trop ajouter d'éléments qui sont pas pertinents, quoi.
Alors après, concernant donc les acteurs interprétant Jim Gordon, Catwoman, le Pingouin, le Sphinx et Alfred, ils donnent vraiment une bonne prestation. Le Pingouin, qui est pas encore le grand patron de la pègre qu'on peut avoir en tête, qui pour l'instant a un petit club, sûrement d'autres petites propriétés, mais qui tremble dans un trafic de colis, qui va après sûrement exploiter son plein potentiel. Mais on va dire que pour l'instant, le Pingouin, c'est un peu une petite frappe, quoi. Il n'a pas encore tous ses gadgets avec ses parapluies. Ou peut-être qu'ils mettront ces deux acolytes comme dans la série animée, là, masqués, avec des lames au niveau des doigts. J'ai plus leur nom à elle, mais peut-être que ça sera mis en avant. Mais pour l'instant, non, le Pingouin est juste un homme qui essaie de faire sa place dans la PEC, quoi, c'est tout. Et Colin Firth, par contre, qui est vraiment prenant dans le personnage, qui a su lui donner une bonne gueule avec des actions comme quelques actions marquantes, des un physique déjà très bien avec les cicatrices et tout, qui te montrent que le personnage a quand même bavé sans trop en dire sur lui. Et aussi des répliques où il mâche pas ses mots et ça c'est vraiment cool. Alors ensuite on va s'attaquer au Sphinx, qui est vraiment prenant. Très bonne interprétation de l'acteur. Concrètement, à la fin, moi j'ai envie de le tabasser. Juste pour qu'il la boucle. Mais il était très prenant. Il joue tout en subtilité entre le fait d'essayer de t'émouvoir, le fait qu'il est un tueur calculateur, froid, et en même temps qu'il est totalement taré, quoi. Mais personnage bien cerné, je trouve, et bien interprété. Et aussi l'acteur qui a été pris pour son physique, par rapport au physique qu'ils ont donné pour le perso. Il ressemble un peu à un premier de la classe qui est mal dans sa peau, qui vivrait caché parce que trop faible dans la vie, qui cache bien son jeu du coup, parce qu'il faut clairement pas se fier aux apparences, parce que quand tu vois les atrocités qu'il a réussi à mettre en place, tu dis ok. Alors d'après les dires du personnage, il le dit quand même, il dit moi ma plus grande force elle est là-haut, donc c'est son cerveau. Mais je suis pas, j'ai pas le physique, enfin je sais plus comment c'est mis en avant, mais en gros il dit à Batman qu'il a pas le même, enfin la force physique pure que lui peut avoir. Il est plus dans l'aspect psychologique que l'aspect physique en fait. Alors qu'en fait, quand tu vois ce qu'il fait des fois, tu te dis ouais mais t'as quand même une certaine force mec, enfin à un moment, c'est assez violent quoi. Et ça m'a assez fait rire aussi parce que je trouvais qu'il ressemblait un peu à Bill Gates quand il était jeune. Et du coup, à un bon moment, ça m'a un peu déconnecté du genre, mais attends, c'est Bill Gates, c'est pas possible. Mais ouais, c'était assez drôle ça, de se dire, ah mais attends, c'est Bill Gates, c'est pas possible, c'est pas le Sphinx. Et quand on regarde l'acteur, même, enfin là c'est parce qu'il avait des lunettes, mais même en temps normal, il a un peu la gueule de Bill Gates quoi. Alors après, les énigmes, elles sont, bah, c'est sa meilleure force, comme je le disais, avec son intelligence et sa capacité à mettre en place des pièges qui vont être plus poussés, plus inattendus. Des énigmes aussi qui vont être, enfin des questions, enfin des devinettes du coup, qui vont être un peu plus poussées qu'au début. Et ils ont quand même réussi à le mettre au coup du jour, on va dire un peu à dépoussiérer le personnage. Puisque la dernière interprétation que moi j'ai en tête, après j'ai pas vu Gotham, je sais pas s'il est dedans. Mais la dernière interprétation que j'ai de l'homme mystère du Sphinx, c'est dans Batman Forever par Jim Carrey.
où il était tout en fluo, tout vert, avec ses points d'interrogation. Là, il a une sorte de masque un peu fait qui est moins du bord. Et le fait aussi que bah, il utilise beaucoup Internet pour se créer sa propre armée, pour avoir ses hommes de main, si on peut dire ça. Avec la réalisation de vidéos et de live, où il se met en place une communauté qui va être prêt à le suivre jusqu'au bout. Puisque là, lui, il est un peu le... Alors Batman est l'ombre qui plane sur les criminels. Là où le Sphinx, on peut dire, il est l'ombre de ceux qui vivent dans les bas-fonds de Gotham, on va dire. Ceux qui sont touchés par la pauvreté, qui ont grandi en orphelinat, qui ont, euh, qui ont beaucoup souffert dans leur vie. Et du coup, alors je dis pas que Batman n'a pas souffert dans sa vie, hein, mais c'est assez légitime. On se pose la question de, il a mieux vécu la perte de ses parents que ceux qui vivent en orphelinat, puisque dans l'orphelinat c'était miteux, ils se faisaient mordre par les rats, ils étaient à je sais pas combien dans un dortoir, alors que Batman il a quand même eu un certain confort, un certain standing. Il y avait quand même Alfred qui était là pour l'épauler, et ça c'est bien mis en avant de comment tu peux vivre ta perte en fonction de l'environnement dans lequel tu vas être. Et après, Batman non plus n'a pas mal tourné, au sens où il avait quand même un cadrage de son éducation qui était fait, quoi. Euh, Et ouais, du coup, il arrive à se construire une communauté pour arriver à les rallier et devenir un symbole pour elle, être un peu le symbole des bas-fonds de Gotham, quoi. Et voilà, la mise en parallèle qui va être faite avec Batman, où lui, bah, dès que c'est projeté dans le ciel, beaucoup de criminels qui vont avoir peur à sa simple vue, une peur de l'ombre qui va être plus généralisée aussi, notamment ce qui est montré dans le début du film euh, pour ça. Alors après, concernant la relation Catwoman et l'interprétation de Catwoman, enfin, relation entre Catwoman et Batman qui est bien traitée et aussi le personnage de Catwoman, alors, on a une relation entre l'amour et le désespoir de pas pouvoir rester ensemble, hein. Toujours le fait de l'opposition, Catwoman qui est comme une cambrioleuse, qui est une petite criminelle si on peut dire ça, et Batman bah, qui est censé représenter la justice, quoi. Qui est quand même bien traitée. Zoe Kravitz, je trouvais très convaincante en Catwoman. Elle est nourrie elle aussi par une sens de vengeance avec sa propre quête. Elle va être prête à aller plus loin que notre héros dans ses choix. Quand même être prête pratiquement à donner la mort à quelqu'un. On a aussi des moments où ils sont ensemble qui sont un peu moins sous tension, un peu plus attendrissants, on peut dire. Quand ils se lancent des blagues l'un vers l'autre. Il y a un passage où Batman lui dit t'étais encore en train de chaparder. Chaparder, voilà. Vous voyez. Enfin, ça a été traduit comme ça dans les sous-titres. Je sais pas, j'ai pas saisi en anglais ce que ça donnait. Mais voilà. Il y a des petites blagues. Elle aussi, des fois, elle lui fait des blagues par rapport à ça. Euh, Mais ouais, une relation qui est comme assez vite mise en place et que j'ai bien aimé. Euh, Et on va dire que l'un envers l'autre, ils se renforcent, ils se soutiennent, ils vont mener l'enquête. euh, Ils vont aussi se sauver l'un l'autre de pas tomber dans les excès. Et une vision de leur relation qui est plaisante à voir, je trouve. Alors après, son costume également, ça montre aussi que c'est les débuts, puisque elle est pas avec enfin, elle est avec une tenue moulante pour la libérer de ses mouvements et une cagoule de laine pour masquer partiellement son visage. Elle a pas la sorte de cagoule en cuir qu'on a pu voir dans certaines représentations, ou même celle avec les lunettes, comme on a pu le voir dans Arkham par exemple, enfin dans la série de jeux Arkham. Et j'ai trouvé ça cool que même les personnages qui sont dans leur début, bah, voilà, on les respecte jusqu'au bout et on leur met des costumes relativement différents et pas des costumes totalement parfaits, des costumes avec
plein de gadgets et tout ça. Elle a déjà son fouet, bien évidemment, aussi. Euh, Mais ouais, très, très bonne Catwoman, je trouve, pour ma part. Alors, Jim Gordon va également jouer un bon rôle dans le fait de pousser le héros là où il devrait être. Puisque c'est un des seuls, si c'est le seul à faire confiance à Batman. Qui va aussi lui permettre d'accéder aux scènes de crime, malgré leur montée de sa hiérarchie là-dessus. C'est un peu le pilier de l'ONT parce qu'on voit que Gotham c'est la corruption comme pas possible. Le chef de Gordon est pourri. Les mecs qui bossent avec Gordon ou les mecs dans les subs sont pourris. Les magistrats sont pourris. Ils sont tous corrompus. Tous. Hormis quelques hommes voilà, avec Gordon et Gordon lui-même. Mais sinon le reste, concrètement, il n'y a pas un pour rattraper l'autre quoi. Et ça va être un peu, lui ça va être un peu son parcours de comprendre qui est corrompu dans son service, de réunir des hommes qui sont prêts à se battre pour la même idéologie que lui. Et il est un peu aussi comme le spectateur, parce que au niveau des énigmes, il est complètement largué par les énigmes posées par le Sphinx dans certaines scènes. Et on a vraiment l'impression de... Quand on suit Gordon, on a un peu l'impression d'être le... c'est le même en fait, enfin, l'impression d'être le spectateur aux côtés de Batman, qui va l'aider en suivant les pistes... que le Chevalier Noir va lui donner du coup, hein, puisque voilà, Batman va quand même aider Gordon à grandir et Gordon inversement. C'est un soutien mutuel, si on peut dire ça comme ça. Et aussi le fait que il a ses propres méthodes. Batman n'utilise pas d'armes à feu, alors que lui, par contre, il s'en fout quoi. Enfin, c'est un policier déjà, mais dans tous les cas, c'est sa méthode à lui quoi. Et après, pour terminer, donc on a Alfred, qui est une version plus jeune de ce qui a pu être proposé auparavant, qui est un peu malmené quand même par Bruce Wayne, hein, parce que lui, il va quand même essayer de gérer les affaires Wayne, en essayant avec leur Bruce, qui, comme je disais, fait pas attention à ça, qui préfère jouer son rôle de chevalier masqué. Et leur relation va quand même évoluer au fil du film, se renforcer par les épreuves que les deux vont vivre. Et il essaie de jouer un rôle de père protecteur envers Bruce, au sens propre comme au sens figuré, et essayer de le protéger aussi en lui cachant les secrets de sa famille Wayne, en jugeant qu'il n'était pas prêt à encaisser ça à ce moment-là. Il y a aussi des... Enfin, on voit que ça évolue aussi parce que... au début, Batman, il l'envoie un peu... Enfin, Bruce Wayne l'envoie un peu bouler, en mode non mais de toute façon, vous n'êtes pas mon père », où il y a une scène où il lui donne des boutons de manchette Wayne, et il lui dit, mais depuis quand vous êtes un Wayne? Et en fait, c'est un cadeau de son père. Et en gros, Bruce Wayne est pas dans le mode Alfred, c'est un père protecteur. Il est plus en mode, mais en fait, vous êtes pas ma famille, vous avez rien à me dire. C'est pas vous qui contrôlez ma vie, quoi. Alors qu'il essaie de l'aider tant bien que mal dans les deux rôles, que ce soit dans son rôle de Bruce Wayne ou dans son rôle de Batman. Et ça, c'est assez plaisant à voir, surtout de voir comment la relation évolue par la suite. J'ai bien aimé comment ça a été amené. Et on est vraiment dans le truc de montrer que c'est bien les débuts, quoi. Après, on va s'intéresser à la mise en scène, qui est très prenante, avec des scènes d'action qui sont très bien filmées, qui sont très belles. J'ai pas trouvé trop de... il y a de la CGI, mais il y en a pas tant que ça. Je l'ai pas trouvé dégueulasse là-dessus. Donc ça, c'était bien. Ils sont pas tombés dans l'abus complet là-dessus. Les scènes de combat qui vont beaucoup rappeler le système qui est mis en place dans la série des jeux Arkham pour ceux qui l'ont fait, que ce soit sur les techniques, les impacts employés par Batman, les prises de vue. Après, il y a des idées de scènes intéressantes, puisqu'on a aussi une scène de combat qui est uniquement illuminée par les tirs des armes à feu, ou encore le grappin qui va être utilisé pour bloquer les adversaires et permettre à Batman d'en dégager le plus grand nombre. Mais ouais, des fois il envoie des coups, il envoie des patates, ça se demandait si le mec est pas mort. Parce qu'on dit toujours en rigolant, ouais, quand t'entends les impacts dans Arkham, quand tu déboîtes le mec, tu te dis, alors lui, soit il finit tétra, soit il est mort. Mais Batman ne tue personne, donc automatiquement,
Et Gotham qui est traité comme un personnage à part entière et qui a pas été oublié, je trouve, par le réalisateur. J'ai vu qu'ils ont tourné dans pas mal d'endroits. Il me semble qu'il y a eu des prises de vue à Chicago, ça a été tourné à Londres, ça a été tourné en Écosse, si je me trompe pas. Mais ouais, il y a eu 2 ou 3 pays utilisés, différents. Il me semble que c'était aussi, il y a aussi des scènes qui sont tournées au Canada, je suis pas sûr. Mais ouais, ça permet de diversifier les univers, diversifier les décors, et aussi d'avoir des infrastructures et des architectures assez différentes les unes des autres pour pouvoir faire des quartiers différents dans Gotham et un univers environnement qui va être rongé par le crime, les colis romanes et autres malversations des hauts fonctionnaires et des décors qui sont quand même assez grandioses, assez variés, qui vont être amenés tout au long de l'intrigue. Et ça permet d'apporter de la profondeur aussi dans l'univers dans lequel le personnage évolue. Et enfin, un de mes seuls regrets du film, c'est la Batmobile. Alors mon seul regret en fait c'est de pas l'avoir vu plus longtemps, parce que sinon l'aspect voiture de sport modifié avec un énorme réacteur, c'était surprenant. Ça s'est resté sobre avec la peinture noire qui laisse ressortir le moteur rouge à l'avant et le réacteur bleu à l'arrière avec une architecture qui se fond dans la place du coffre du coup, qui illustre bien aussi les débuts du héros, puisqu'on la voit donc dans les scènes dans la Batcave, on la voit bâcher sur un pont mécanique, où du coup bah on se dit bien que le personnage va être en train soit de la bricoler, soit de l'améliorer, et elle a un petit raté, puisque en fait on nous la dévoile, on nous la montre, on voit un truc incroyable, en fait la voiture au lieu de partir direct, elle a un petit raté, en fait elle cale. Et du coup c'est un peu c'est assez drôle, juste avant la course poursuite. Et il y a ça et le fait aussi du raté, donc avec l'atterrissage sur le bus avec la Wingsuite, où le héros se foire complètement en calculant pas qu'il y a le pont, et du coup il se tape dans le pont, et il rebondit sur le bus au lieu d'atterrir sur le bus. Un peu inattendu, mais bon. Et voilà, ça, euh, c'était vraiment cool, notamment après la scène qui met en avant la voiture. J'ai trop aimé. C'était c'était vraiment bien. Et on nous montre aussi elle commence à avoir quelques gadgets. Donc à voir après comment elle sera, enfin elle évoluera, et si ils vont garder cette version-là et l'améliorer, ou s'ils vont prendre une version différente et la faire évoluer en mode une autre, peut-être une voiture de sport, mais plus puissante et un peu plus longue, comme on a pu le voir dans d'autres représentations de cette Batmobile. Et après, le costume, comme je disais, il est impeccable, hein. Moi, j'aime beaucoup. Conception globale, qui lui donne, je trouve, un aspect assez steampunk. Le pistolet incrusté dans le costume, qui peut devenir une lame ou un batarang. Et la ceinture avec quelques spécificités, comme j'ai dit tout à l'heure, notamment les mini-bombes ou encore un sérum d'adrénaline. Donc voilà, moi je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qui m'a plu dans ce film, qui dure quand même 2h55. Je me suis pas du tout ennuyé pendant le visionnage. J'ai vraiment été pris par le film et j'étais vraiment curieux de voir où ça allait nous emmener. Moi, le fait qu'il soit plus parti dans un accès enquête que action, combat et tout ça, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve après que les scènes en plus, donc qui changent, que ce soit des scènes d'émotion, des scènes de remise en question, les scènes de combat en elles-mêmes, sont bien amenées, sont bien distillées. Il n'y a pas trop d'abus là-dedans. Et les prises de vue sont quand même bien faites. Donc après, au niveau de ça, il y a bien une scène post-générique, une petite scène post-générique qui dure les 10-15 secondes. Qui est vraiment pas générique, hein, elle est vraiment tout à la fin du générique. Après, si vous voulez la voir, à vous de voir si vous restez pour la voir. Moi, je suis resté pour voir ce qu'ils allaient nous apporter. Pour le moment, il n'y a pas eu trop de discussions
sur un deuxième film. On va déjà voir comment il est reçu. Après, comme je disais, c'est assez mitigé, mais je vois quand même beaucoup de médias lui mettre des 5 étoiles et tout ça. Et j'espère quand même qu'ils vont faire une suite parce que il y a quand même beaucoup de choses à montrer. Et petit, si vous restez jusqu'à la fin du coup, parce que ça fait quand même déjà 35 minutes qu'on parle du film. Petite précision de ce que j'ai lu. Le personnage avec qui parle Riddler quand il est à Arkham, ce n'est pas Double Face. Ça serait une version du Joker en train de faire sa mue, entre guillemets. Mais ça serait une version du Joker et pas Double Face. Alors, il est crédité comme personnage mystère d'Arkham. Et de la façon dont il était montré, pour moi, c'était Double Face. Mais non, ça serait le Joker d'après Mark Reeves. La façon dont j'ai expliqué ça. Et normalement, le film devait être un peu plus long puisqu'il voulait mettre une scène par rapport à ce personnage-là. Mais ça n'a pas été mis. Il l'a pas trouvé pertinente. Donc il a préféré garder la scène de fin plutôt que celle qu'il avait prévu de mettre en plus. Et ouais, ça serait le Joker qui aurait été arrêté dans les soit la première année, soit le début de la deuxième année de Batman dans sa carrière du coup. Donc voilà, donc en tout cas, impatient de voir comment le film va être reçu et s'il y aura une suite ou non. Donc merci à tous d'avoir suivi cette première critique de film en podcast. J'espère que c'était pas trop brouillon, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous comptez aller le voir, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast. Merci à tous.